Chapitre 4. Complexe d'Oedipe, inceste, incestuel. Je souhaite à présent attirer votre attention sur des petits détails dans la vie de beaucoup d'enfants qui peuvent avoir de graves conséquences dans la vie d'adulte. Pour commencer, connaissez-vous le complexe d'Oedipe? On nomme le complexe d'Oedipe le fait qu'un enfant éprouve des sentiments amoureux envers l'un de ses deux parents. À savoir que tous les enfants passent par cette phase, mais que si un ou plusieurs traumatismes sont vécus durant cette période, cela provoque souvent une sexualité en décalage par la suite. Cela peut entre autres dévier sur l'homosexualité, le fantasme du viol, ou encore la personne peut devenir transgenre. C'est notamment si l'inceste ou le climat incestuel interviennent dans la période du complexe d'Oedipe que l'individu va augmenter les chances de développer une sexualité déviante. L'incestuel n'est pas à confondre avec les incestes. Pourtant, les conséquences sont souvent aussi graves. Le climat incestuel est souvent minimisé et mal connu. Le fait de dormir avec l'enfant, de se montrer nu devant lui, lorsque la salle de bain ne se ferme pas à clé, lorsque l'intimité n'est pas respectée, ou encore que la sexualité des parents n'est pas discrète, tout ceci rentre dans le climat incestuel. L'incestuel est aussi lorsqu'un parent critique ouvertement l'autre parent en faisant comprendre à l'enfant « Je suis mieux avec toi qu'un partenaire adulte ». Le parent n'aura jamais l'impression de mal agir, mais il faut bien prendre en compte qu'un enfant, avant ses 7 ans, sexualise tous ces genres de comportements. Certains parents vont instaurer inconsciemment ce climat par le biais de la dépression, en faisant comprendre à l'enfant « Tu es mon soleil, tu es tout pour moi, je vis que pour toi ». Tous ces comportements ont pour conséquence que l'enfant grandit sans limite entre ses parents et lui, ce qui premièrement peut augmenter le manque de respect de ses parents à l'adolescence et envers le sexe du parent avec lequel le climat incestuel est imposé. Ensuite, comme je l'ai dit, il n'est pas rare que la sexualité soit déviante à l'âge adulte. L'inceste est une autre chose. L'inceste n'est pas forcément accompagné de pénétration, par contre, c'est l'irrespect de l'intimité également. Embrasser son enfant sur la bouche, toucher la poitrine ou toucher ce qui se trouve sous la culotte, le slip. Les conséquences de l'inceste et du climat incestuel sont souvent les mêmes. La culpabilité d'être soi, je ne me sens pas normal, du mal-être de soi-même devant les autres et porter un masque, une tendance à la dépendance affective, soumission au désir d'autrui, égale la proie des pervers narcissiques. Pour la sexualité, cela peut avoir pour conséquence de ne pas supporter le désir d'autrui, de vivre la sexualité comme sale, ou au contraire une sexualité très investie, avec des possibilités de troubles tels que la précocité, ne pas réussir à avoir d'orgasme, ou encore des troubles de l'érection. Lors de l'adolescence ou du début de la vie d'adulte, les incestes et le climat incestuel ont pour conséquence les mises en danger de soi, conduite addictive et souvent la violence physique ou verbale. C'est pourquoi je pense intéressant que les parents se posent des questions sur leur éducation avant d'accuser l'enfant d'être anormal ou capricieux, et pour les adultes qui rencontrent des conjointes avec des troubles du comportement sexuel ou avec de la violence, d'examiner le vécu de la période de l'enfance de ceux-ci. D'après moi, beaucoup de pathologies psychiques de l'âge adulte peuvent être liées à des problèmes incestuels ou d'inceste de l'enfance. Je pense que ces sujets, bien trop tabous, sont pourtant très courants dans notre société et ont d'énormes conséquences. Chapitre 5. Le retour à l'hôpital. En dehors de ceci, je dois avouer ne plus me souvenir de beaucoup de choses des hospitalisations de 2020, car je ne dormais toujours pas à cette époque, comme je vous l'ai confié dans mon livre précédent. Mais je me souvenais tout de même de certains infirmiers et infirmières, de par leur gentillesse et respect des patients, que j'étais contente de retrouver lors de mon hospitalisation 1 an et demi après tout ce que j'ai pu vous raconter. Durant cette longue année, j'ai souvent pensé à Slim et regrettais parfois de ne pas avoir osé le « draguer » entre guillemets. Malgré mon dégoût pour les hommes de couleur noire, cet homme restait dans ma tête. Alors je ne peux qualifier avec des mots ma joie de le retrouver en 2022. De plus, pour la première fois lors de mes séjours à l'hôpital,
ma perception était modulée à avoir confiance en moi. Ce qui a rendu ce séjour tout simplement formidable et c'est pour cela que j'ai décidé de vous le partager. Je vais enfin vous révéler le pourquoi je me suis retrouvée plusieurs fois à l'hôpital en quelques années et surtout pourquoi je me suis retrouvée à dévier autant dans la spiritualité et des délires que l'on pourrait qualifier de schizophrènes. Tout ceci a un rapport avec Eddie. Souvenez-vous de cette merveilleuse histoire d'amour que j'ai détaillée dans mon livre précédent. En réalité, Eddie était un homme qui avait escroqué plusieurs banques, notamment d'assez grandes sommes. Il était très intelligent, c'est d'ailleurs pour cela que j'avais décidé de le surnommer Eddie, en hommage à un personnage dans le film Limitless. Si vous connaissez ce film et ne comprenez pas le rapport, Eddie, lui, à l'époque, prenait de la cocaïne qui avait un effet de magie entre guillemets sur son cerveau. Il s'est fait prendre une première fois pour escroquerie, s'est retrouvé emprisonné et m'avait abandonné une première fois, dans laquelle je n'avais pas été mise au courant, et je pensais donc qu'il était en cavale. C'est pour cela que je m'étais retrouvée à aller le chercher en Espagne, souvenez-vous. Après être sorti de prison, nous nous étions retrouvés, et rapprochés encore plus. Il m'avait enfin, au bout de presque 3 ans de relation, présenté à sa famille, et j'en avais fait de même avec ma famille. Il commençait enfin à me montrer de la tendresse, de la douceur. Nous nous sommes enfin embrassés sans se mordre, sans violence. Je commençais à me dire que mon cœur pourrait enfin n'aimer que lui, sans passer de longs mois à le chercher, l'attendre ou le confondre avec d'autres hommes au milieu de mes délires désespérés. Car finalement, durant sa première année d'emprisonnement, sans nouvelles de sa part, et après être sorti de l'hôpital, j'en avais aimé un autre. Le jour même où Eddie était sorti de prison, il m'avait envoyé un SMS. Je quittais donc très vite l'autre homme. Un autre homme qui était kabyle, que je vais nommer Ziggy, dont je vous donnerai plus de détails plus loin dans le livre, avec lequel nous avions rendez-vous pour déposer notre dossier de mariage 3 jours après. J'ai annulé mon mariage lorsque Eddie a refait surface. Mais voilà qu'en 2022, Eddie retournait en prison. Cette fois, Eddie m'avait prévenu à l'avance qu'il repartait en prison. Je fus si dévastée que je suis retournée dans mes délires spirituels de suite, avant même qu'il rentre en détention. Je commençais à dormir moins, consommer de l'alcool et croyais à nouveau à l'ésotérie et tout ce dont je vous ai parlé dans De la vie au réveil. De retour à l'hôpital, je ne me souviens pas si j'étais attachée. Je sais que la première semaine, j'étais enfermée dans ce que l'on nomme le service fermé, dans lequel le seul extérieur est la fameuse petite cour de 25 mètres carrés dont je vous avais parlé dans Vie d'alcoolique. La vie dans ce service s'était beaucoup améliorée depuis les détails sordides que je vous avais donnés. Le climat était moins angoissant et les infirmières prenaient beaucoup plus le temps de discuter avec chaque patient. À ce moment-là, j'étais à nouveau dans des croyances spirituelles très fortes, et notamment envers les synchronicités. Étant donné que ma perception a été modulée à tout ceci, ainsi qu'à avoir confiance en moi, tout ce que je voyais, entre guillemets, allait dans ce sens, comme pour le livre précédent. Pour commencer, les prises de médicaments se font par service. Il y a un bureau avec le service fermé et un bureau pour le service ouvert. Slim donnait toujours les médicaments de mon côté. Dès le moment où je suis passée du côté service ouvert, Slim aussi. À savoir que dans le service ouvert, nous avons le droit à des permissions, à aller à la cafétéria, à aller dans une salle informatique. L'extérieur est plus grand accompagné de verdure et nous sommes un peu plus libres. Deuxième élément qui me troublait, il écoutait toujours de la musique romantique, dont 2 chanteurs que je vais me permettre de citer afin de comprendre l'impact dans mon cœur, Vita et Slimane. Ce sont des morceaux très forts et très jolis que ces 2 personnes chantent en duo. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai donné le pseudo de Slim à l'infirmier qui a bouleversé la suite de ma vie. Je n'allais tout de même pas vous donner son vrai nom. Bref, à chaque prise de médicament, je me retrouvais sur un petit nuage. Le côté comique est que dans ces moments-là, les autres patients, souvent, se plaignaient. Et moi, le plus souvent, j'en profitais pour apprendre des choses, en posant des questions pour mes recherches médicales.
J'ai parfois tenté de poser mes questions à d'autres infirmiers quand Slim n'était pas là, et je n'ai jamais obtenu de réponse. Lui avait toujours les réponses et savait toujours de quel sujet je parlais. Il avait toutes ses études en tête. Et ce qui était merveilleux, qui d'ailleurs me permettait d'augmenter ma confiance en moi, c'est qu'il confirmait souvent mes hypothèses. En général, mes erreurs étaient minimes. Chapitre 6. Base hormonale. J'ai en moi la certitude que l'hypersensibilité, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, la pathologie borderline et bien d'autres encore maladies peuvent toutes s'expliquer biologiquement. Dans son livre Biologie des croyances, Bruce Lipton explique la définition de deux termes, mentalité transfuge et mentalité coopérateur. D'après ma propre compréhension de leur définition, la mentalité transfuge est une mentalité solitaire, égocentrique et qui ne donne jamais sans attendre en retour, et la mentalité coopérateur est plutôt une mentalité de solidarité et d'entraide, comme le travail à la chaîne. En fait, comme son nom l'indique, la mentalité coopérateur est le fait de coopérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque organe et chaque cellule du corps humain possède une mentalité coopérateur. Et chaque élément est relié à un ou plusieurs autres. C'est comme pour une pile. S'il n'y a que le côté positif, cela ne fonctionnera pas. Il faut les deux pôles. Alors je rajoute, c'est pas écrit dans le livre, mais je rajoute que la mentalité transfuge, les cellules les cellules cancéreuses l'ont. Elles ont une mentalité transfuge, elles ne coopèrent plus avec le reste du corps. Si on s'intéresse aux hormones de base du corps humain, on s'aperçoit qu'elles sont en lien avec nos comportements, qu'elles les influencent et vice-versa. Nos comportements influencent la production et non-production de celles-ci. Vous allez comprendre où je veux en venir petit à petit au fur et à mesure du livre. Les 4 hormones principales de bonheur, du plaisir. Les dopamines. Elles sont liées à l'excitation des nouvelles choses, la créativité, l'apprentissage, la danse, le chant ou la sexualité. Elles permettent également d'optimiser la capacité de mémoire de l'hippocampe, entre parenthèses, qui est la glande qui enregistre les émotions liées à nos souvenirs. La dopamine est sécrétée par l'hypothalamus. Les endorphines. Elles permettent d'endormir le mal, la douleur physique et mentale, sensation de morphine entre guillemets, sensation immédiate de bien-être. Elles sont sécrétées par l'hypophyse et l'hypothalamus. Les ocytocines, dites hormones du plaisir, liées à l'amour, l'amitié, l'attachement, et elles nous poussent à faire confiance. Elles permettent aussi de diminuer la peur et l'angoisse. Elles sont sécrétées par l'hypothalamus. La sérotonine. Elle dépend des activités physiques, du soleil, et l'alimentation joue aussi un rôle car sa fabrication dépend de certaines substances de nos intestins. La sérotonine est également en lien avec l'humeur, l'apprentissage, la motivation, l'anxiété et la prise de décision. La sérotonine est très importante car elle participe à la synthétisation de la mélatonine, entre parenthèses hormone du sommeil. La sérotonine et la mélatonine sont toutes les deux fabriquées en majeure partie dans la glande pinéale, entre parenthèses connue pour être le troisième œil en spiritualité et dont je parlerai plus loin. À propos de la mélatonine, elle est aussi en lien avec la gréline, hormone de l'appétit, et leptine, hormone de satiété. Information qui prendra son sens plus tard, comme toutes celles que je viens de vous délivrer. Les 2 hormones dites de stress. L'adrénaline. Elle est l'hormone qui est sécrétée en cas de danger, de besoin de fuite. Elle va accélérer notre rythme cardiaque, diminuer notre système immunitaire afin d'optimiser la fuite. Certaines études ont évoqué la possibilité que ce serait particulièrement l'amygdale, celle du cerveau, qui entre en jeu lors des émotions liées à la peur, ce qui nous laisse à penser qu'un dérèglement de l'amygdale pourrait avoir directement des conséquences sur notre santé. Mais officiellement, l'adrénaline est fabriquée en grande partie par les glandes surrénales et par l'amygdale du cerveau.
Plus notre corps possède d'une grande dose d'adrénaline, moins notre système immunitaire est efficace, plus nous fabriquons du cortisol, etc. Justement, le cortisol, il est sécrété pour calmer, entre guillemets, l'adrénaline. Pour l'image, c'est comme quand on mange du sucre pour se calmer. Je n'ai pas fait de recherche à ce sujet, donc je n'ai aucune certitude, comme là d'ailleurs tout ce que je dis dans mon livre, n'est-ce pas ? Mais j'ai la conviction que justement le cortisol est étroitement lié aux lipides et aux glucides, ce qui expliquerait que lorsqu'une personne éprouve du stress à long terme, elle prenne du poids. Certaines études ont démontré que le cortisol à long terme provoque la dépression. Le cortisol est fabriqué par les glandes surrénales. Alors je me permets d'ajouter que justement dans son livre Biologie des croyances, Bruce Lipton parle du fait que l'adrénaline utilise le sucre pour pouvoir fournir l'énergie de fuir le danger. Et je confirme, j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet-là et je confirme que c'est vrai. Chapitre 7. Un rêve à l'hôpital. Un jour, Slim, comme souvent, avait organisé un karaoké pour divertir les patients. J'adore chanter, mais je ne l'ai jamais fait devant qui que ce soit, depuis que des personnes se sont moquées de moi lorsque j'étais adolescente. Chanter en public fait partie de mes phobies. Donc je regardais et écoutais le karaoké de loin, en fumant des cigarettes sur la terrasse. Mais je n'ai pas pu résister longtemps avant de me rapprocher pour regarder et écouter chanter Slim, qui se prenait vraiment au jeu. Malheureusement, ou peut-être heureusement pour moi, lorsque Slim m'a vu, il a tout fait pour me convaincre de chanter. Je dois avouer que le climat de la psychiatrie est favorable pour la confiance en soi dans une telle épreuve, car je connaissais chaque patient personnellement et nous étions comme une grande famille. Alors j'ai finalement accepté malgré ma terreur. Nous avons chanté 3 chansons ensemble, dont une que nous avions particulièrement réussie, qui était forte en émotion. Une chanson que Céline Dion chantait pour son père. Je compris à ce moment-là, sans certitude, que Slim devait avoir certaines blessures. Nous avons également chanté 2 chansons d'amour, dont une de Vitaï Slimane, dans laquelle j'ai été totalement incapable de chanter, car l'émotion me serrait la gorge. Plusieurs fois, Slim me regardait droit dans les yeux, en chantant, ce qui me mettait terriblement mal à l'aise. Moi qui ne supportais déjà pas lorsqu'on me regarde dans les yeux, premièrement, j'ai effectivement beaucoup de mal avec le regard dans les yeux, un de mes caractéristiques autistiques. Et deuxièmement, justement, le regard dans les yeux, pour moi, signifie une certaine proximité. Alors comment interpréter tout ceci ? Ce karaoké m'avait beaucoup perturbé. En dehors des détails fabuleux avec Slim, il se passait des choses extraordinaires avec le reste de l'hôpital. Et oui, ma perception était modulée à voir, entendre des choses positives en lien avec ma confiance en moi. Je vous le rappelle. Si j'insiste sur la perception depuis mon 2e livre, ça n'est pas pour rien. Une des choses m'ayant interpellée était que le psychiatre n'avait pas trouvé nécessaire que je rencontre une psychologue. Il me l'avait annoncé d'une façon assez surprenante, avec le sourire. Un autre détail qui m'avait fait plaisir était que plusieurs infirmières m'avaient dit qu'elles avaient lu et apprécié mon premier livre autobiographique, Vie d'alcoolique, entre parenthèses. C'est d'ailleurs ce détail qui a amené ma perception à me sentir comme privilégiée, entre guillemets, je pense. J'avais effectivement cette impression tout le long de mon séjour. Entre parenthèses, lors de ma dernière hospitalisation de 2020, j'avais laissé mon livre en cadeau, entre guillemets, au bureau des infirmières. Mais la suite se trouve encore plus stupéfiante.